Les attentats de Paris, faut-il le rappeler, ont été les plus meurtriers en Occident parmi ceux revendiqués par le groupe État islamique, les plus sophistiqués aussi sur le plan de l'organisation, puisqu'ils ont été orchestrés depuis l'étranger, fort probablement en Syrie même. Le président français François Hollande n'a pas hésité à parler d'un acte de guerre. Alors comment la France et les autres grandes puissances ajusteront-elles le tir dans leur politique étrangère et bien sûr plus spécifiquement à l'égard de la Syrie et dans la lutte contre le groupe État islamique? Pour en discuter aujourd'hui, j'ai avec moi Pierre Jolicoeur, qui est professeur de sciences politiques et spécialiste de la politique étrangère russe au Collège militaire royal du Canada à Kingston. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Mérand, qui est directeur du Cerium. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci à vous deux d'être avec nous sur le plateau. On peut estimer, Frédéric, que les attentats dans les intentions du groupe État islamique étaient de provoquer un retrait des forces militaires françaises en Syrie et en Irak pour les laisser tranquilles essentiellement. Mais là, on devine aux premières réactions que c'est pas tout à fait ce qui se produit, n'est-ce pas? Oui, le président Hollande avait deux options devant lui et aucune d'entre elles n'était véritablement parfaite. Une option, c'était probablement d'ailleurs ce que souhaitait Daesh, c'était de privilégier une réponse de sécurité intérieure avec des enquêtes policières en mettant l'accent sur le fait que vraisemblablement plusieurs des personnes qui ont perpétré les attentats étaient des citoyens français ou en tout cas résidaient en Europe de manière légale. L'inconvénient de cette option, qui aurait eu son efficacité, c'est évidemment de lancer le message au monde et aussi à son opinion publique qu'il cédait devant l'agression de Daesh. Et avec peut-être la montée, par exemple, de la droite radicale, du Front national en Europe qui s'en serait suivie. L'autre option, c'est celle que le président semble avoir choisie dans son intervention devant le Congrès. C'est au contraire d'intensifier les frappes aériennes, de détruire Daesh, pour reprendre les mots qu'il a utilisés. Oui. Là, il y a aussi un problème potentiel avec cette option-là, c'est de continuer à faire ce qui n'a pas nécessairement fonctionné depuis un an en Syrie, c'est-à-dire les bombardements sur les zones détenues par Daesh. Mais de façon générale même, ça amène toute la question de la Syrie. Dans cette même allocution-là, dans laquelle François Hollande spécifiait que justement les frappes aériennes ont été multipliées par 3 dans les jours suivant les attentats, il disait « L'ennemi maintenant, en Syrie, ce n'est plus Bachar el-Assad, c'est le groupe État islamique. » Alors que la France avait été le principal détracteur, enfin critique de Bachar el-Assad. Est-ce qu'on est en train d'assister en Syrie à une réorientation majeure de la politique française et potentiellement des autres acteurs aussi? Je pourrais dire que c'est possible parce qu'on observe depuis un mois et demi maintenant que la Russie opère aussi sur ce terrain. Absolument. Et c'est une des politiques de la Russie de vouloir préserver, de maintenir au pouvoir Bachar el-Assad. Parce que pour la Russie, à tout le moins, aucun des groupes d'opposition potentiels, enfin réels, mais qui pourrait remplacer Bachar el-Assad, ça ne défend pas ses propres intérêts. Donc, préfère maintenir Bachar el-Assad au pouvoir. Est-ce que c'est l'effet de la Russie maintenant qui se fait sentir et que les autres puissances, voyant qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, pourraient endosser la position russe? Ce serait un changement assez considérable. Oui. Frédéric, est-ce que c'est plausible? On peut voir un alignement maintenant des intentions françaises, russes et peut-être d'autres acteurs aussi? Je pense qu'on peut dire que la situation a été transformée de manière considérable depuis vendredi dernier. La France était le pays qui avait une position pas facile à tenir, c'est-à-dire qu'ils étaient à la fois très en pointe dans la lutte contre le régime de Bachar el-Assad et contre Daesh par ailleurs. Alors qu'il y a d'autres pays, par exemple la Russie, qui sont contre les groupes djihadistes, mais qui soutiennent le régime de Bachar el-Assad. Et là, Hollande a été relativement subtil, mais quand même assez clair. Il a dit Bachar el-Assad ne fait pas partie de la solution, mais notre seul véritable ennemi en Syrie, c'est Daesh. Donc, c'est une position qui se clarifie. Oui, et ça ouvre la possibilité de nouvelles coalitions, comme vous l'avez mentionné, avec notamment la Russie, et au détriment de pays comme l'Arabie saoudite, qui, eux, étaient très contents de la position française, et d'ailleurs avaient récompensé la France par des achats militaires depuis un an ou deux. Oui. Et là, François Hollande a invoqué la défense collective, a appelé ses collègues de l'Union européenne. Mais une question qui plane aussi, c'est est-ce que l'OTAN,
qui a aussi une clause de défense collective, avec son article 5, pourrait éventuellement être invoqué. Il y a un ancien numéro 1 de l'OTAN qui dit que c'est maintenant le rôle de l'OTAN d'entrer en scène. Est-ce que ce scénario-là est plausible et pensable? On pourrait imaginer que François Hollande veuille y faire appel, mais il a quand même mentionné l'Union européenne. Oui. Et peut-être parce qu'il veut garder aussi l'allié de la Russie, un nouvel allié maintenant dans ce conflit contre Daesh. Qui ne fait pas partie de l'OTAN. Voilà. Donc, c'est peut-être haïtien qu'il a refusé d'évoquer l'OTAN, pour l'instant, à tout le moins. Peut-être aussi parce qu'il y a d'autres États membres de l'OTAN, par exemple le Canada, qui n'a pas encore de position très définie pour l'instant. Le Canada se cherche une position. On a bien indiqué qu'avec le nouveau premier ministre, qu'il voulait retirer, pas retirer sa participation du Canada à l'effort de guerre, mais dans les opérations militaires, effectivement, il voudrait plutôt soutenir la coalition par d'autres moyens. Alors, est-ce que c'est une porte ouverte pour laisser à Justin Trudeau ou à Stéphane Dion de réaligner la politique étrangère canadienne? Ça, l'avenir nous le dira pour l'instant. Si je peux ajouter quelques éléments. D'abord, Hollande a dit « Je n'attendrai pas que l'OTAN ou même les Nations unies », puisqu'il a dit vouloir porter la question devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Ils vont quand même au motif de la défense du territoire, et donc il n'a pas besoin d'attendre d'autres organisations. Je ne pense pas qu'ils aient nécessairement besoin de l'OTAN non plus pour mener le type d'opération qui est menée en ce moment en Syrie. Je pense que vous avez raison de mentionner que l'OTAN pourrait être un repoussoir pour la Russie. La référence à l'Union européenne, il faut, je pense, préciser que contrairement à l'OTAN, où on parle simplement de défense militaire collective, la clause de solidarité dans l'Union européenne est beaucoup plus large, c'est-à-dire que ça s'applique aussi aux questions de sécurité intérieure. Et donc, le fait de faire appel aux partenaires de l'Union européenne, c'est aussi une ouverture vers d'autres enjeux, notamment la coopération policière, mais aussi la question des réfugiés, donc qui sont impliqués aussi. Et c'est important de le mentionner parce que la question des réfugiés vient de cette question de la Syrie. Et si on augmente les bombardements ou l'effort militaire, on risque d'accroître le problème des réfugiés. Et éventuellement, c'est encore une fois l'Union européenne qui risque d'écoper au premier chef, davantage que les autres partenaires de l'OTAN à l'extérieur. Donc, effectivement, de vouloir inclure les partenaires de l'Union européenne fait tout à fait sens dans ce sens. Oui. Mais de ce côté-ci de l'Atlantique, j'ai envie de vous poser la question... quel rôle peuvent prendre les Américains? Parce que, de façon générale, les Américains ont mené la coalition, mais on les a sentis très réticents à intervenir sur le théâtre, enfin, dans la lutte contre le groupe État islamique. Une politique aussi qui n'est pas très claire à l'égard de la Syrie. Alors, comment les Américains, qui ont été victimes d'attentats terroristes, enfin, les plus importants en Occident depuis des décennies, comment les Américains sont susceptibles de répondre ou de se lier à la France et à l'Europe dans tout ça? Moi, je pense que le jeu un petit peu désagréable pour l'opinion publique qui va se jouer dans les prochaines semaines, ça va être justement le réalignement des positions, peut-être, sinon sur la position russe, en tout cas, un rapprochement avec la Russie. Et ça met le gouvernement américain dans une position extrêmement difficile, puisque, contrairement à Paris, comme d'autres capitales européennes, a adopté des sanctions à l'égard de la Russie, mais de manière un peu avec une certaine réticence. À Washington, on a eu une position, comme à Ottawa d'ailleurs, très critique de la Russie. Et là, s'il s'agit de trouver un compromis avec, sinon le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir, du moins le maintien de son régime ou une forme de coopération avec son régime, ça met les États-Unis dans une position où ils n'ont pas nécessairement envie d'être à l'avant-garde, je pense. Oui. C'est plutôt ça. Donc, le soutien, certainement, il sera... D'ailleurs, ce sont eux qui mènent la plupart des frappes en Syrie. Oui. Mais Obama n'a pas nécessairement envie d'être celui qui va devoir réparer les pots cassés. Oui. Est-ce que ça serait d'autant plus une espèce d'aveu d'échec aussi? Il ne faut pas oublier que c'est Barack Obama qui avait promis de retirer les forces américaines de l'Irak. Et le problème Daesh est en partie une conséquence de l'intervention en Irak. Et donc, ça serait
après un certain revirement. Et donc, c'est un peu difficile. Pour Barack Obama lui-même, peut-être que son successeur à la Maison-Blanche pourra plus facilement, dans ce contexte, vouloir réaligner la participation américaine et d'intensifier l'effort de guerre. Mais ce qui aura lieu déjà, ça c'est dans un mois et dans un an et quelques mois, effectivement. Parlons de l'implication fort probable, en fait, du rapprochement maintenant que la Russie opérera fort probablement avec les puissances occidentales. Qu'est-ce que ça a comme impact indirect sur d'autres conflits, sur d'autres dossiers qui ont accaparé jusqu'à maintenant les relations russo-occidentales ou russo-européennes? Alors, la première idée qui me vient, c'est évidemment la question de l'Ukraine. L'Ukraine qui était au centre des tractations internationales jusqu'à il y a un mois et demi. Maintenant, on n'en parle presque plus pour diverses raisons. Entre autres, il y a un cessez-le-feu qui tient à peu près la route, malgré une recrudescence ces dernières semaines de quelques escarmouches. Il reste qu'il y a un cessez-le-feu qui tient à peu près la route. Et de voir que la Russie... Il faut dire que Vladimir Poutine, en Russie, a besoin de notoriété, a besoin d'un soutien populaire pour éviter les contestations. Et de participer à une guerre, c'est toujours bon. Alors, participer aux frappes en Syrie, par exemple, est bon pour montrer à la télévision russe des images d'une participation et qui n'a pas des conséquences d'augmenter les sanctions contre la Russie, ce qui était le cas avec l'Ukraine. Donc, de changer l'orientation vers la Syrie, pour la Russie, c'est très bien. L'autre impact, c'est qu'éventuellement, la Russie, Vladimir Poutine, va demander des tractations qu'on abandonne peut-être l'Ukraine qu'on cesse de l'embêter avec ce dossier-là. Ouais. Afin d'obtenir son appui pour la Syrie. Et donc, il pourrait y avoir un jeu de diplomatie là, qui se fait à cet égard. Et éventuellement, la question qui, je présume, se posera, et qui se pose déjà, c'est la question des fameuses boots underground, des soldats sur le terrain occidentaux. Là, ça n'a pas été évoqué. François Hollande n'a pas parlé de ça. On sent qu'il n'y a aucune volonté ou aucun goût de se lancer dans une telle aventure. Mais comme vous l'avez souligné, les frappes aériennes, la stratégie jusqu'à maintenant contre Daesh en Syrie et en Irak n'a pas été extrêmement efficace. Comment cette question-là risque de se poser prochainement? Qui risque éventuellement de jouer ce rôle? Ben, d'où le rapprochement, déjà existant avec les Kurdes en Syrie, mais d'où le rapprochement possible, je ne dis pas certain, mais possible, encore une fois, avec le gouvernement syrien, qui, eux, ont des boots on the ground. Je pense qu'il est fort improbable que les puissances occidentales et même la Russie déploient des troupes militaires, en tout cas de manière conséquente sur le territoire syrien. Et donc, ce qu'on observe, d'une certaine manière, c'est que toute l'actualité internationale depuis 3 ans, qui était orientée vers se débarrasser de Bachar el-Assad et défendre l'Ukraine contre la Russie, finalement s'évapore après pas un accident, mais une attaque terroriste. Donc, des événements comme ceux-là peuvent véritablement changer le cours des événements. Tout à fait. Eh bien, c'est un dossier qui évolue extrêmement rapidement. On va continuer à suivre ça, mais merci de nous avoir d'emblée éclairé sur les conditions, disons, géopolitiques des suites des attentats de Paris. Frédéric Mérand, Pierre Jolicoeur, merci beaucoup. Merci.